merci pour votre participation. Nous allons aborder le thème qui j'espère vous tient à cœur, c'est concilier la performance et la sécurité dans la fonction maintenance. Hein. Tout de suite, je vais me présenter, puis passer la parole à mes partenaires. Donc, je suis Joël Lager, je suis délégué régional de l'AFIM en région PACA Languedoc-Roussillon. J'ai aussi une mise... Excusez-moi. J'ai aussi je suis consultant à la division conseil de la PAV en organisation industrielle. Je vais laisser la parole se présenter à mes collègues. Monsieur Blaise, par exemple. Alors, oui, dans l'ordre du slide, bonjour à tous. Donc Jean-Christophe Blaise de l'INRS, je présenterai très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, je travaille effectivement sur les problématiques machines et également toutes les problématiques maintenance industrielle. Et là, on abordera les problématiques de consignation plus particulièrement. Merci. Yvan. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable maintenance du site GDH qui appartient au groupe BP France. Et on est situé à Frontignan, près de Montpellier, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et puis Michel. Bonjour, je m'appelle Michel Romérin. Je travaille dans le groupe Ebro et je suis responsable technique d'une des usines du groupe Panzani qui est située à Vitrolles. Et je vous parlerai de la montée en compétence des équipes techniques. Ce que je vous propose dans notre intervention, c'est de balayer certains points, notamment les objectifs qui sont évidemment remettre en perspective les enjeux de performance et de sécurité, qui sont souvent, parfois, antagonistes dans certaines entreprises. On se focalisera sur des éléments clés à avoir en tête. Donc vous reverrez ces jeux de logos tout au long de notre présentation, ce qui vous aidera un peu à se focaliser sur des points essentiels. Et puis, dernier point, on passera la parole à GDH et à Panzani, justement, pour aller au-delà du discours théorique que nous pouvons faire, que ce soit AFIM ou INRS, et montrer qu'il y a réellement des solutions que l'on peut déployer sur le terrain. Donc, je vous propose, dans un premier temps, je vais garder la parole et remettre en perspective dans ces fameux aspects performance et aspects sécurité. Nous travaillerons sur également les aspects conditions de sécurité des intervenants de maintenance, et puis ensuite on passera la parole aux opérationnels pour conclure. Donc au niveau des aspects performance et sécurité, j'ai remis en perspective plusieurs choses. Déjà d'une part, parce que nous travaillons à l'AFIM sur plusieurs typologies de messages, la principale étant de remettre à l'ordre du jour les aspects sécurité. Et on a développé, en partenariat avec l'INRS et bien d'autres écoles, pas mal d'outils qui permettent de faciliter les consignations lors des opérations de maintenance. Nous avons des missions qui vont au-delà de la sécurité. Je vous invite à aller sur notre site et à nous rejoindre en tant qu'adhérents, bien sûr. On a besoin de vous. Pourquoi améliorer la performance? Pourquoi améliorer la performance? C'est surtout une affaire de compétitivité, on en entend parler évidemment. Développer la performance de l'entreprise passe par des problématiques qui sont plutôt... On a un schéma de flux dans l'entreprise qui a à peu près cette allure-là. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de progresser pour essayer d'arriver à un schéma de flux qui sera beaucoup plus linéaire. Donc ça, c'est tous les aspects lean manufacturing dont vous avez peut-être dû entendre parler. Dans certaines entreprises, j'ai du rebond, j'ai besoin de réduire le lead time, le temps d'obtention totale de mon produit, j'ai besoin de réduire la taille de mes lots, j'ai besoin d'améliorer la valeur ajoutée, mais j'ai également besoin aussi de réduire les temps d'arrêt. Et là, ça nous amène au périmètre de la maintenance. Alors justement, quand on parle de maintenance, si je remets en perspective le schéma vert sur lequel je suis dans ma production, quelle que soit la production d'ailleurs, production d'un bien ou d'un service, j'ai des aspects temps d'arrêt à maîtriser, de la défaillance, etc. aussi à mettre en œuvre. Donc je suis obligé de travailler sur la fiabilité et je dois travailler avec tout un ensemble d'outils que vous connaissez peut-être pour la plupart, des outils structurants en termes de démarche, 5S et autres. Mais nous allons nous polariser sur les aspects élaboration de standards de maintenance,
bonne pratique de consignation et puis gestion de la compétence. Là, vous avez les logos des intervenants qui vont préciser un peu tout ceci. Au niveau des standards de maintenance, c'est important d'avoir ce repère-là. Le Lean le préconise, mais au niveau de la maintenance, d'une manière générale, on est accaparé à suivre une valeur normale, tolérancée. Et donc, à partir de cette ligne-là, on va avoir, dès qu'on arrive dans la zone rouge, on va pouvoir détecter si on est à complète dérive et pouvoir essayer de juguler les problèmes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir, c'est que sur un risque d'anomalie qu'on va détecter, on va anticiper des risques d'accident. Donc cette notion de standard est importante parce qu'on va associer la notion de consignation à l'élaboration, à la notion de standard. La consignation va devenir un standard et une bonne pratique. On va évidemment travailler sur les enjeux performance. Le cruel dilemme que l'on a en tant qu'ingénieur dans les systèmes opérationnels de production, c'est d'essayer de gérer le dilemme qu'il y a entre la sacro-sainte sécurité, enjeux de sécurité et les enjeux liés à la performance. Donc on va essayer de trouver des solutions qui visent à dire, en tant que responsable de maintenance, il faut que je pose une politique de maintenance qui soit évidemment structurante pour l'organisation, qui soit génératrice de performance, mais qui nous permette aussi de travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc on va intégrer la notion de sécurité très très tôt dans la politique de maintenance. Évidemment, ceci, ça ne va pas se faire seul. On va aller peut-être un peu plus vite, mais dans les slides qui vont dérouler, on va travailler sur les aspects gestion de la compétence, sur les aspects aussi gestion, optimisation de la maintenance. Il ne faut pas renier tous les fondamentaux de la maintenance. On est quand même sur des équipements industriels. Il faut que l'on arrive à maîtriser le taux de défaillance. Et puis derrière tout ceci, on va poser, on va déterminer, on va définir des priorités. Vous avez un schéma qui correspond en fait à une démarche MBF, maintenance basée sur la fiabilité, sur lequel les priorités vont être dictées par les aspects de fiabilité, de maintenabilité, mais également de sécurité, avant peut-être celle de coût. Ce que je vous propose maintenant, c'est à Jean-Christophe de développer la partie consignation. Je vous remercie. Merci à toi, Joël. Tu me laisses la zapette, peut-être? Oui. Merci, c'est sûr. Oh, on va trouver. Oui, donc très rapide. Je ne vais pas me mettre devant un truc là, ce sera plus simple. Voilà. Donc très rapidement, moi INRS, je vais présenter très rapidement l'INRS pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité, où on traite des problèmes risques professionnels et accidents du travail, maladies professionnelles. Donc l'Institut a été créé en 1947, bon ça c'est un peu de l'historique, on va passer vite. On est une association, loi 1901, donc on est, on va dire, indépendant. Même si l'ensemble de nos actions sont inscrites dans toute la problématique sous l'égide de la CNAM-TS relative aux accidents du travail, maladies professionnelles, c'est ça, ATMP. Et on a ce qu'on appelle une gouvernance paritaire, c'est-à-dire que notre gouvernance, elle est à la fois par les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés. Et puis nos missions, la mission, je vais dire, c'est de contribuer à la prévention des risques professionnels. Pour ça, pour répondre à cette mission-là, il faut savoir identifier quels sont les risques, et je vous assure que ce n'est pas toujours si simple que ça. Il faut savoir détecter effectivement les phénomènes dangereux, les dangers qui peuvent exister, et c'est qu'à partir de cette identification qu'on pourra trouver des solutions, et avec tout un ensemble de partenaires, et bien sûr les entreprises également, donc en analysant leurs conséquences, et essayer de développer et ensuite d'assurer la promotion des solutions à travers des produits d'information ou des conférences telles qu'on peut les faire ici. C'est derrière. Hop, voilà. Très rapidement, c'est pas forcément lisible, c'est juste pour vous dire qu'on a, même si on est indépendant, on travaille beaucoup avec donc la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et nos partenaires que sont les CARSAT, les caisses régionales, et puis également le ministère chargé du travail. Et puis à la fin, et là c'est vous, c'est au service des 18,5 millions de salariés du régime général, donc chefs d'entreprise, salariés, CHSCT, etc., avec lesquels on travaille.
passe. Hop, voilà. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse, on travaille depuis pas mal d'années sur les problématiques maintenance. Alors, on parle de la maintenance, mais moi je parlerai plutôt des activités de maintenance. On a travaillé d'un point de vue théorique, bien sûr, et regardé un peu. La maintenance, il y a tout un ensemble, il y a beaucoup d'activités. Ce slide-là, à moi seul, je pourrais prendre 45 minutes pour le détailler, mais c'est pas le but. C'est juste pour dire qu'il y en a beaucoup. On a travaillé également pour avoir ce qu'on appelle une approche processus, et on a travaillé avec tout un ensemble de collègues et l'AFNOR notamment pour éditer une norme sur les processus de maintenance, une norme qui vient juste de sortir, et j'en fais également la promotion parce que la maintenance c'est assez complexe et une approche processus est assez intéressante pour essayer d'en cerner les tenants, les aboutissants et en tout cas bien les maîtriser. Ce qu'on dit, c'est qu'un risque, il est toujours multifactoriel. On va beaucoup travailler sur la technique, beaucoup vont travailler sur l'organisation, beaucoup vont travailler sur la formation, mais pour avoir des mesures de prévention qui sont efficaces, il faut travailler sur les 3 aspects, il n'y a pas le choix. Ça c'est hyper important. Ce qui concerne la maintenance, bon, c'est des photos qu'on voit traîner sur le net, elles sont là pour faire sourire, bien sûr, ça se passe jamais comme ça dans les entreprises, on est bien d'accord. Quoique. Bon, il y a cette notion donc de technique, de sécurisation des énergies qui est très importante, ces notions d'organisation d'activité, donc là on va trouver l'organisation qui est très très importante également. Et puis, il ne faut pas l'oublier, tous ces aspects formation, mais on ne peut pas axer tout sur un seul de ces éléments. Il faut bien sûr prendre les 3. J'ai renvoyé, peut-être tout à l'heure, on ne l'a pas vu, à différentes brochures. Vous pourriez, même chose, aller voir sur notre site, le site de l'INRS, toutes les brochures qui existent. Ce qu'il faut voir, on va parler sécurisation des énergies, ça va être la suite. Tu peux revenir juste à celle d'avant pour que j'en reparle juste de choses. On sait, et on en est persuadé, tout le monde, il y a des interventions qui nécessitent le maintien des énergies. La consignation à tout prix, il faut laisser ça un peu tomber. Bien sûr, il faut consigner, il faut bien consigner. Mais il y a tout un ensemble d'interventions qui nécessitent le maintien des énergies. Et ça, il faut le savoir, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire en sécurité. L'identification des risques, on a vu tout l'ensemble d'activités qu'il peut y avoir en maintenance. C'est pas si aisé que ça. On peut être des beaux parleurs en disant il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. La réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Identifier les risques en maintenance, les activités, c'est pas chose aisée. Et puis, je l'ai dit, pour être efficace, les mesures de prévention doivent porter sur les 3 aspects qu'on a cités. Alors, on va parler maîtrise des énergies. Il y a 3 types d'énergie. Ce sont les énergies de puissance, celles qui servent à faire fonctionner les installations. Elles sont diverses et nombreuses. On parlait de l'électricité, de l'air comprimé, de l'hydraulique et j'en passe. Vous les connaissez mieux que moi. Ce qui va nous intéresser, c'est que ces énergies-là, elles arrivent sur l'installation. Et normalement, elles arrivent au moyen d'équipements de séparation et de condamnation. Et ça, il faut qu'il y en ait, sinon on arrête tout de suite la conférence aujourd'hui et on ne peut plus parler de consignation. Ça, c'est important. Alors, il y a la puissance, mais il y a aussi les énergies de commande, qui, elles, servent à commander effectivement cette puissance. Malheureusement, alors la photo d'après, ces fameux boutons d'arrêt d'urgence, on voit trop souvent et c'est absolument pas fait pour ça. On consigne pas en appuyant sur un bouton d'urgence. C'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, on le voit encore beaucoup. Et puis, cet arrêt d'urgence ou même maîtriser un arrêt d'une machine avec un circuit de commande, c'est possible. Le problème, c'est qu'il faut connaître la fiabilité et le niveau de fiabilité de ce circuit de commande. Et là, ça, c'est pas évident. C'est loin d'être évident si on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et la sûreté de l'arrêt, malheureusement, n'est pas toujours au rendez-vous, voire même, je dirais, malheureusement, rarement. Alors, la puissance, la commande, les autres types d'énergie qui nous embêtent bien quand même en maintenance, les énergies résiduelles. Il y en a beaucoup. Là, on en a donné quelques-unes. Le rayonnement, on pourrait discuter sur le fait que ce soit une énergie résiduelle d'ailleurs. Les énergies accumulées en électricité, bien sûr, en mécanique, masse suspendue, énormément de soucis. Et celles-là, si on ne connaît pas la machine, si on n'a pas une analyse du risque, on ne sait pas les identifier. Et pourtant, elles sont très très importantes. Et c'est celles qui causent pas mal d'accidents aussi en maintenance. Donc là, c'est 3 énergies. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est mettre en sécurité la machine. Alors je l'ai dit, il y a des interventions sur lesquelles il faut garder les énergies. Peut-être de puissance, peut-être de commande, énergie résiduelle. On ne sait pas toujours les dissiper. Alors là, on va vous parler de consignation. C'est quoi consignation des consignations? Très rapidement, il y a 4 phases. On sépare les énergies.
il faut pas oublier de les condamner et si possible de les signaler. Et là, on va arriver sur Securafim. Les énergies résiduelles, il faut les dissiper. On ne sait pas toujours les dissiper, donc il faut les retenir ou les confiner, hein, bien sûr, ça c'est important. Et la quatrième étape qu'il faut jamais oublier, c'est de vérifier que tout ce qu'on a fait, on l'a bien fait. Ça paraît tout bête, mais c'est important. Un message fort que j'essaie de faire passer systématiquement, alors c'est plus ou moins bien géré, quoique un collègue va nous dire qu'ils ont encore des soucis en électricité, mais la consignation, ça ne concerne pas que l'électricité. Hein. Les risques, on l'a vu, ils sont aussi mécaniques, ils sont aussi, on va dire, fluidiques, hein, ils sont aussi chimiques, etc. Donc ça aussi, ce sont des choses à prendre en compte. Et malheureusement, même ça fait des années que la théorie est bien établie et bien écrite, on a encore beaucoup d'accidents. Les victimes se croyaient en sécurité. Alors je ne parle pas de celles qui sont allées sans consigner parce qu'elles ne voulaient pas le faire, mais il y a des consignations qui se sont avérées incomplètes. Et je ne dis pas que c'est encore plus dangereux quand on croit qu'on est en sécurité, mais pas loin quand même. Voilà. Donc ça, c'est voilà un peu la théorie sur ces aspects consignation, déconsignation. Je voulais redonner quelques éléments clés. La consignation, vous l'avez vu, ce n'est pas que la condamnation. C'est pas j'ai mis mon cadenas, je suis tranquille. Non, il y a des énergies résiduelles, vous l'avez vu. Il faut bien vérifier, il faut être sûr qu'on a bien consigné les bonnes énergies, ça c'est important. C'est l'occasion de nombreuses situations de coactivité, hein. Donc là ça demande une organisation de gestion des cadenas, de communication entre tout le monde. La consignation c'est une chose, la déconsignation en est une autre. À un moment, une fois qu'on a fini, il faut remettre tout ça en énergie, hein. Il faut remettre tout ça en production. C'est pas si aisé que ça. Et puis, la consignation, ça s'inscrit globalement dans un processus. On en a parlé tout à l'heure, les processus de maintenance. Il y a tout ce qu'il faut faire avant la consignation, notamment le diagnostic. Et c'est là où on a besoin d'intervenir souvent sous énergie. Il faut savoir ce qui se passe, il faut voir ce qui se passe pour après avoir les bonnes interventions. Après la consignation, généralement, et ça se fait quand même, on fait quelques essais pour voir si ce qu'on a réalisé, c'est bien ce qu'on voulait faire et qu'on arrive bien à remettre en état la machine. Et là, il y a des énergies. Hein. Faire des essais sans énergie, moi, je ne sais pas faire. Hein. Et puis aussi penser aussi à la remise à la production, parler à ses collègues de l'exploitation, leur dire éventuellement s'il y a des changements qui ont été faits, c'est pas mal non plus. Et puis pour les futures interventions de maintenance, c'est pas mal aussi pour que le collègue qui interviendra prochainement sache ce qui a été fait. Ça c'est important. Alors on va venir à Securafim, on va en parler très rapidement. Securafim, c'est quoi ? La FIM en parlera peut-être encore mieux que moi, quoique, oui, on a eu un partenariat et c'est pas si banal pour être souligné quand même entre l'INRS et la FIM pour travailler sur cette problématique de consignation et de signalisation des points de condamnation. Hein. Donc on a travaillé ensemble, alors non pas sur le développement du produit, mais sur toute la démarche et ça va vraiment dans le sens de la sécurité. Et donc c'est quoi ? Il y en a là, Joël, je sais pas si tu peux les montrer, ces fameux ronds qui permettent de montrer où se situent les points de consignation, de condamnation. Ces ronds-là, on les met pas, on pourrait, hein, mais ça sert à rien, les mettre n'importe où. Ça nécessite une réelle démarche en amont, savoir où ils sont, quelles sont les interventions pour lesquelles on a besoin de consigner telle énergie ou telle autre. C'est pour ça qu'on voit sur un exemple, alors qui est juste didactique, hein, là on a un exemple avec 3 types d'énergie. En fonction des interventions, on aura besoin de consigner une énergie, peut-être les 3, on ne sait pas. Donc tout ça, il faut l'avoir réfléchi, il faut l'avoir consigné, si je puis dire, dans des procédures. Hein. Et puis, pour nous aider à faire tout ça, et c'est là où on a principalement travaillé avec les collègues de la FIM, c'est ce fameux guide d'application qui nous donne toute la démarche, le contexte, pour mettre bien en œuvre cette problématique de consignation et de mise en sécurité surtout. Voilà. Et normalement, je crois que ça s'arrête là. Si les personnes sont intéressées pour consulter le produit, on est présent sur le stand L10, vous pourrez voir le produit de près, tout le packaging qui est vendu. Hein. Et par ailleurs, et je vous invite par ailleurs à aller aussi au stand INRS, aller voir toutes les brochures et sur le site INRS par ailleurs. Merci Jean-Christophe. Merci à toi. On va laisser la place à Yvan Herman. Donc moi je travaille sur le site de GDH Frontignan. Donc je suis responsable maintenance du site. Et on est sur le site 30 personnels BP. Donc on est 30 personnes BP. Et sur les 30, il y a 8 opérateurs terrain. Il y a 8 personnes chargées de la sécurité des travaux. Donc
qui tournent sur le site pour vérifier les travaux, les consignations, etc. Et le reste, c'est administratif. Concernant les travaux et la maintenance, tout est sous-traité à 100%. Donc, sur le site, on est 30 BP, pour une proportion, et il y a 100 sous-traitants par jour, tous les jours qui travaillent chez nous. C'est la tuyauterie, le génie civil, la peinture, l'électricité, l'automatisme, etc. Donc sur le site, on a 24 bacs de stockage qui stockent des produits raffinés, finis, des gasoils, des super, des fuels et des biocarburants. On est ravitaillé par pétrolier. On m'entend ou pas là? C'est mieux? Donc on a 24 bacs de stockage avec 900 000 m3 de produits, des gasoils, des fuels, des super. On est ravitaillé par pétrolier et tout le produit sort par camion. Donc on a une contrainte d'exploitation, c'est que les bateaux, les pétroliers, les traders sont basés à Londres. Donc on ne sait pas quand les pétroliers arrivent. On est au courant 2 jours avant que le bateau va arriver. Donc le site doit marcher tout le temps, doit être opérationnel tout le temps. Et en parallèle à ça, on charge des camions également. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit 300 camions par jour qui viennent de Millau, Clermont-Ferrand, Béziers, Montpellier, voire Toulouse, voire Bordeaux, ça dépend du cours du produit. Donc les camions arrivent à 3h du matin, et il faut qu'à 3h du matin, le site fonctionne. Donc le matin, il y a 2 personnes BP à 3h du matin. Il y a 2 opérateurs qui font marcher la machine. À 8h, on a tous les sous-traitants qui viennent pour faire les travaux chez nous. Donc on a 100 sous-traitants qui arrivent le matin pour tous les travaux que je vous ai parlé avant, génie civil, tuyauterie, mécanique, etc. Et donc pour gérer ces travaux, on a un système qui est fiable, c'est tout ce qui est plan de prévention, permis de travail, je ne sais pas si ça vous parle, permis de travail, etc., permis de feu, ça c'est carré, ça fonctionne. On a une problématique, on avait une première problématique qu'on va gérer avec M. Lager, là, il est présent, c'est la gestion des consignations. La partie électrique est gérée par un sous-traitant, qui lui gère les cadenas, met les cadenas, enlève les cadenas, etc. Et la partie hydraulique, donc l'air comprimé, et surtout tout ce qui est produits hydrocarbures, les gasoils, les fuels, etc., c'est géré par les fameux opérateurs que je vous parlais avant. La partie électrique, ça marche relativement bien. La partie hydrocarbures, on a plus de problèmes. C'est quand on consigne une ligne hydrocarbures, on doit isoler, condamner et enlever les fluides, ce qu'on disait avant. Et les fluides, c'est pas 1 litre qu'on enlève, c'est souvent des mètres cubes, voire des centaines de mètres cubes. Donc la consignation ne se fait pas en 1 heure, elle peut durer 4 jours. Donc c'est la première problématique qu'on a, c'est la gestion des consignations hydrauliques, le temps. La deuxième problématique, c'est qu'on n'a pas de lien entre les consignations et les travaux. C'est-à-dire que s'assurer que lorsque l'intervention est terminée, c'est le diagramme que je laisserai après expliciter à M. Lager. C'est très bien, c'est très bien. La deuxième problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les travaux, la fin des travaux surtout, et la fin de la consignation. C'est-à-dire que l'intervenant peut terminer l'intervention, enlever son cadenas, mais nous on n'a pas vérifié que l'installation est fiable. Donc c'est le deuxième problème. Donc c'est vérifier que on peut remettre en service après la consignation, après la fin de la déconsignation, pardon. Le troisième problème, c'est qu'on a un site qui est très grand. Il fait 2 km par 500 mètres de long. Donc on a des organes de coupure un peu partout. C'est disséminé partout sur le site, c'est pas centralisé au même endroit. Donc on est un peu partout, c'est la troisième problématique. Et la quatrième problématique, c'est que les chantiers, ils peuvent durer soit 1 heure, démonter une vanne, changer un joint, ils peuvent durer aussi 1 an. Genre les bacs de stockage. Les bacs de stockage, un chantier dure 1 an. Donc on isole hydrauliquement les tuyauteries, on enlève les énergies sur les vannes, etc. Et le problème, c'est au bout d'1 an, on doit déconsigner, et il y a beaucoup d'intervenants. Donc on a du mal à gérer l'enchaînement des intervenants. Donc GDH a missionné la PAV, M. Joël Lager, ici présent, pour remettre à plat la procédure de consignation et de déconsignation en fonction de nos problématiques et des ressources personnelles. On a des moyens humains assez limités. On a 8 opérateurs terrain. Voilà. Donc Joël, tu peux expliciter un peu l'organigramme ? Simplement, là, on a mis en place, vous avez une représentation macroscopique de tout le schéma de flux. Cette cartographie, elle permet de représenter tout le flux de consignation depuis que l'entreprise répond aux donneurs d'ordre jusqu'à la clôture effective des travaux. Et sur cette cartographie, vous avez un découpage en fait entre
les différents acteurs qui rentrent en ligne de compte dans le processus. Donc cette méthode-là nous a permis de faire un diagnostic de tout le processus de consignation et de sécurisation des installations. Ce qui a permis de revoir aussi le rôle et les responsabilités de chacun et de pouvoir apporter de la robustesse dans l'organisation des processus de consignation tout en respectant les exigences de sécurité qui sont propres au CVSO2, mais également en gagnant en efficacité pour évidemment que les entreprises aillent le plus vite possible dans la réalisation, qu'il n'y ait pas de perte de temps sur l'élaboration des chantiers, quoi. Donc ça a donné lieu à des plans d'action. Donc on a d'abord fait un travail avec la PAV, avec M. Lager, c'était de mettre à plat l'existant. On ne partait pas de rien, on avait déjà des feuilles de consignation, on avait déjà des procédures peut-être mal faites. Donc on a mis à plat toute la partie documentaire. Et également on a demandé l'avis aussi aux gens qui vont faire la consignation, que c'est eux les premiers concernés, c'est-à-dire les opérateurs, pour voir comment on peut mettre en place ces consignations sans faire une usine à gaz. Parce qu'on a des travaux qui peuvent être récurrents, c'est toujours la même chose. Donc peut-être faire une procédure où on liste tous les organes de coupure, pour ne pas avoir à se reposer la même question, qu'est-ce que je coupe pas. Et puis également voir comment on peut rapidement consigner sans faire perdre de temps à l'entreprise qui vient travailler chez nous. Donc, ensuite, on a dû définir les moyens de consignation pour le site. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour isoler une vanne hydrocarbure ou une vanne DCI, un organe électrique, de l'air comprimé. Parce qu'on a des vannes de tout type, de tout type. Donc on a dû définir les moyens de consignation. Voilà. Ensuite, le troisième partie, qu'on est en train de finaliser avec Joël, c'est la mise en place de la procédure et de finaliser la fiche de consignation. On est sur cette partie-là, on finalise la feuille de consignation. Donc on a fait pas mal de réunions avec l'exploitant, des donneurs d'ordre. Moi je suis donneur d'ordre. Donc on a fait des réunions. Et l'HSEQ aussi également qui a un grand rôle à jouer dans cette partie-là parce qu'eux ne pourront pas ouvrir un chantier tant qu'il n'y a pas la consignation. Donc là on finalise la procédure et la feuille. Et hier on a fait un test avec les opérateurs pour voir comment se passe cette procédure. Il en est ressorti bien sûr qu'il y a plein de choses à changer, parce qu'on perd du temps, il manque des choses, etc. Donc on va finir la procédure, et jeudi prochain, Joël revient, et on va finaliser la procédure et la feuille, et dans le mois, on met en place le système. Voilà. Alors la mise en place se fera par le dernier volet qui est une formation, avec une mise en place, une action sur le terrain. On teste grandeur nature, et le groupe de travail est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a intégré tous les acteurs que je suis allé interviewer, les donneurs d'ordre, le QHSE, les opérateurs QHSE, les assistants. Vraiment, on a essayé de construire quelque chose en faisant vraiment une approche consensuelle et en essayant de gagner en efficacité sans sacrifier les exigences. Ben, je te remercie. Michel, tu as du temps finalement. C'est bien. Donc le groupe Ebro, voici quelques marques que vous devez sûrement connaître, c'est les marques françaises du groupe Ebro. Donc il y a bien sûr Panzani, il y a Ferrero, Regia, Zacchia qui est des produits de semoule et de couscous, le Ritoro et l'Ustucru, tous les plats préparés. Donc l'ensemble de ces marques sont passées progressivement depuis les années 90 jusqu'en 2002 dans le groupe Ebro. Je vais vous parler du projet qui s'est déroulé sur le site de Vitrolles, Panzani Vitrolles. C'est la montée en compétence des équipes techniques. On parle procédure, on parle démarche, on parle organisation. Et un des constats que j'ai fait dans ma carrière au niveau du déploiement de toutes ces démarches-là, c'est dans cette usine-là, on avait un réel problème de montée en compétence des équipes techniques. On oublie trop souvent l'homme dans toutes ces organisations, dans toutes ces démarches. Et quand je suis arrivé dans cette usine, c'était pour mettre en place justement la consignation, la mise en sécurité, la fiabilisation de la maintenance. Et on s'est aperçu que derrière, les hommes ne suivaient pas parce qu'il n'y avait pas cette culture, il n'y avait pas un manque de connaissances aussi. Ils avaient l'expérience, ils n'avaient peut-être pas les attitudes qu'il fallait.
Donc on a voulu donner un cap, on a voulu donner une vision à tout ce déploiement. On s'est dit qu'il fallait optimiser les organisations, l'organisation de la maintenance, la qualité, la sécurité surtout, les conditions de travail, une communication beaucoup plus fluide en interne. Là aussi, des fois, dans ces procédures, c'est souvent les communications qui pêchent un peu. La première étape de ce projet, ça a été le volet compétences. Il a fallu qu'on évalue chaque technicien de maintenance pour connaître ses connaissances, ses motivations aussi, ses attitudes vis-à-vis du déploiement, du changement qu'on allait faire sur ce site-là. On a détecté le potentiel d'apprentissage, élaboré un plan de formation ensuite, personnalisé par technicien de maintenance. Il n'y avait pas les mêmes problématiques sur certains gars. Accéder, comprendre les nouveaux enjeux d'organisation, la performance, la sécurité. Donc là, la capacité de travailler en équipe était très très forte sur le site. Par contre, il manquait certains modules. On a identifié les écarts par rapport aux attentes afin de terminer le programme de formation. Donc le processus d'évaluation, on a tenu à le faire au niveau de l'échange, au cas par cas, l'étude de dossier, axée sur l'échange et les métiers des techniciens, qui doivent rester toujours au cœur du projet. Une partie théorie aussi, avec un QCM métier, pour les connaissances. Et surtout, ce qui est très important, et on le verra à la fin de la présentation, c'est la mise en situation, le diagnostic de panne. On a voulu faire quelque chose de très bien avec des fiches d'évaluation, des kaizen aussi, c'est de l'amélioration continue. Et là, on a pris 2 machines, donc c'est des marques de machines, Revima et CETEC, et on a fait des cas pratiques avec les formateurs et les techniciens de maintenance en simulation de panne. Et de s'assurer qu'ils avaient la bonne démarche. Au départ, c'était le diag, mais la consignation aussi pour la résolution des pannes. Et donc après, pour bien cibler le macro-plan de formation, on s'est posé la question, on s'est dit, en définitive, c'est quoi un technicien de maintenance? Et c'est quoi un technicien de maintenance sur ce site-là? Sur chaque site a ses problématiques. Ce site-là est un petit site avec une équipe de maintenance réduite où il faut que le technicien de maintenance, on lui demande le matin d'aller changer une ampoule sur le parking, et puis l'après-midi, il prend sa console et il va reprogrammer un automate sur une machine. Donc c'est la problématique des structures courtes réduites comme sur ce site-là. Donc le technicien de maintenance, il intervient sur l'ensemble des équipements de façon autonome et dans les règles de l'art. Il est polyvalent, c'est ce que je disais il y a 2 minutes, les services généraux, les utilités, la maintenance industrielle. Maîtrise des risques et des technologies, maîtrise des technologies utiles au site. Garant de la conformité, c'est très important aussi. Le technicien de maintenance, il n'a pas qu'un rôle de réparateur. Quand il arrive sur un équipement, il fait un diagnostic, il répare et il laisse la machine conforme ou il la rend conforme. Il ne laisse pas une machine avec un carter qui ne marche pas ou un carter manquant. Il contribue aussi à la performance globale, analyse, préconise, met en œuvre des actions, répond à la performance globale et il met en place les méthodes, il nous aide à mettre en place les méthodes. Et après, donc, on a dégagé de ces 2 premières étapes le macro-plan de formation. Et donc, vous avez là les 3 grands thèmes de la formation qu'on a dispensé aux techniciens de maintenance. C'est restaurer les fondamentaux, consolider les acquis, acquérir de nouveaux savoirs. Avec à chaque fois
un aspect sécurité qui est très très fort. Donc une fois la formation terminée, vers la fin de la formation, il faut suivre. Il faut suivre l'évolution, il faut suivre la montée en compétence de ces techniciens. Et là, le rôle du manager, c'est régulièrement, systématiquement, de faire des points sur l'avancement, sur la mise en application des connaissances, sur le comportement. Donc c'est des points mensuels qui se font entre le manager et le technicien et c'est formel. Donc on peut discuter, aborder certains points et corriger ou alors redonner certains modules de formation si c'est nécessaire, s'il y a des points qui ont été oubliés ou pas. Voilà, ça fait partie de la fiche d'évaluation, c'est une notation plus et moins qui va avec. On suit aussi avec une démarche de progrès qui est le Kaizen. Certaines personnes sûrement connaissent. C'est une méthode pour la résolution de problèmes et sur l'amélioration continue. C'est un des documents que les techniciens de maintenance doivent faire régulièrement en amélioration continue. Généralisation, ne pas renier les fondamentaux de la maintenance qui sont très importants. Une mise en perspective est nécessaire pour réussir. Il faut étendre la réflexion à l'ensemble des équipes. L'organisation cible et aussi, pas oublier les moyens. La GMAO, c'est un des points importants aussi qui peut avoir un accès direct à la sécurité. Risque important, travail en coactivité. À mesure, on en a parlé, mes collègues en ont parlé. Et la performance et la fiabilisation des machines. Merci. Je vais redonner la parole à Joël. Ben, écoutez, moi simplement, je vous remercie de votre écoute. Là. Simplement, en guise de synthèse, que je voudrais remettre en perspective tout ce qu'on s'est dit, en guise de résumé. Hein. Donc il y a trois niveaux de connaissances et de processus à mettre en place. Il faut poser une organisation, c'est-à-dire que là, il faut donner un cap de la vision, refaire le lien au processus de maintenance dont tu faisais allusion, Jean-Christophe. C'est très important, donner un cap pour faire en sorte que les techniciens comprennent bien ce vers quoi vous voulez aller et faire la jonction entre la politique d'entreprise et puis derrière décliner des choses qui soient réalisables sur le terrain, quoi. Ça, c'est le premier axe. Organisationnel, c'est le rôle du manager, de l'ingénieur, du responsable de maintenance. D'accord ? Deuxième point qui est l'approche efficacité. On parle de sécurité, on parle de ne pas sacrifier la performance, mais toujours être en sécurité. Il faut qu'on puisse faire monter en compétence nos techniciens, nos ingénieurs. Il faut qu'on arrive à travailler sur l'amélioration de la compétence. Il faut qu'on arrive aussi à être sûr qu'on arrive à maîtriser les processus qu'on a définis. C'est pas uniquement le fait de poser une organisation, il faut la rendre pérenne, robuste. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter, notamment dans le cas de consignation ou de diagnostic, où vous avez vu les grilles d'évaluation avec Michel Romera. On fait des audits pour voir si les choses se déroulent convenablement et dans les règles de l'art. On pose des standards, on vérifie que l'on les respecte. L'approche efficacité est importante parce qu'on a vu qu'elle était en lien avec essayer de réduire les temps d'arrêt. Le troisième niveau important qu'il faut mettre en place, Michel en a parlé quand même assez souvent, c'est de manager, de piloter, c'est donner en fait le cap à l'équipe et ensuite mettre en place des rituels de management qui nous permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de dérive. Encore une fois, il va falloir qu'on arrive à ancrer des bonnes pratiques. Ce n'est pas grave si vous posez des organisations qui sont pas parfaites. Ce n'est pas grave, on n'a pas le temps, il faut aller vite, le change, il faut s'adapter. Ce qu'il y a d'important, c'est de dire, on met en place des indicateurs, il faut qu'on les respecte, il faut qu'on arrive à corriger la trajectoire. Quand vous conduisez sur la route, un volant, vous regardez devant et vous regardez un peu devant, quoi. Et vous corrigez la trajectoire gentiment. Ben, le rôle du manager des opérations est celui-ci. Hein. Bonjour, je vais poser une question très naïve. Tous les fondamentaux de la sécurité font bien partie intrinsèque
de l'apprentissage et du métier de toute personne, de la maintenance, technicien ou autre? C'est une question. Enfin, je me pose cette question-là en tant qu'observatrice extérieure. Il y a quelqu'un qui veut répondre? Ça ne fait pas partie de ce qu'on apprend à l'école ou dans son métier? Enfin, je suis surprise. Oui. Ça commence quand même. Ouais, oui, ça commence, enfin, plus ou moins difficilement. Moi, faudrait aller vers les collègues formateurs, notamment de l'INRS et de l'éducation nationale. Je sais que la FIM travaille avec l'éducation nationale, travaille avec l'INRS pour définir aussi des programmes de formation. Il faut bien être conscient qu'à l'école, on peut pas tout apprendre quand même. Là, je vais revenir à une casquette de Monsieur Blaise, pas forcément d'INRS. Il y a des choses qui doivent être apprises forcément. Hein. On en a un métier de base, et ça c'est la théorie aussi. Et après il y a la pratique, il y a ce qui existe. Se former, oui, on peut se former à des généralités, mais si, il y a des IUT, des BTS qui commencent à intégrer les notions de consignation, notamment tout fluide. Alors l'IUT de Toulon-la-Garde, par exemple, l'a mis au cursus de formation première année dès cette année, quoi. Donc on a fait des réunions de sensibilisation et ça commence à rentrer dans les mœurs, quoi. On arrête de parler que de technologie, de l'enseignement technique. Il y a les habilitations électriques qui sont faites dans les établissements voilà. Mais on commence à parler de consignation tout fluide. Hein. Mais je suis d'accord avec vous, ça commence à être post-bac. Hein. On a répondu à votre question? Oui, ça va? Une autre question peut-être? Non, tout était translucide. Oui. Oui, bonjour Pierre Paturel. Une question, on va dire, assez détaillée, assez technique par rapport à la partie consignation. Donc voilà, vous avez présenté le processus de consignation sur des grosses consignations, ça va. Une des difficultés moi que j'ai rencontrées par rapport au poste précédent que j'ai pu occuper, c'est sur des consignations qui ont besoin d'être levées. Alors soit comme vous dites pour faire des essais, soit pour faire, par exemple il y avait des racleurs à changer, il fallait faire le truc dans une position, on intervenait, puis après on refaisait tourner. Et en fait que si on veut avoir une procédure de consignation bien carrée, donc avec en particulier quand c'est des sous-traitants extérieurs qui interviennent avec les habilitations BC, il y a une procédure assez lourde à mettre en œuvre et qui se retourne contre l'exploitant parce qu'après quand on doit faire X des consignations, c'est dur à gérer. Alors est-ce que vous avez une solution magique? Parce que moi je ne l'ai pas trouvée. Yvan, vous voulez répondre ou ça fait partie des travaux que nous avons en cours. En effet, si on reprend le cas de GDH, il ne faut pas croire que 90% des interventions chez GDH sont des interventions très très courtes, de quelques minutes à quelques heures. Par contre, il a parlé de peut-être de maintenance sur les bacs, sur lesquels il y a des arrêts décennaux avec plusieurs mois. Et c'est un deuxième type de consignation qui est beaucoup plus étagé dans le temps. Et le troisième type de consignation sur lequel on se gratte la tête, c'est justement quand vous mettez en place des installations que vous n'avez pas encore réceptionnées, mais que vous mandatez une entreprise pour installer et pour faire les essais. Donc là-dessus, il faut bien il faut bien intégrer le processus de réception. Et puis en amont de ceci, il va falloir que vous donniez les clés à l'entreprise pour pratiquer ces essais. Elle va mettre en œuvre l'installation, elle va faire des essais, etc. Donc là, il y a une réglementation au niveau ELEC qui permet de cadrer ça pour gérer les essais. Mais ensuite, il faut que les consignations soient faites par l'entreprise en question, quoi, par le propriétaire de l'installation, c'est-à-dire le prestataire de service. Tu veux rajouter des choses peut-être dessus? Pour faire rapide, chez nous, la culture de consignation, on l'a. Tout le monde l'avait déjà. Là, on avait la culture. Ce qui nous manque, c'est la méthodologie entre le donneur d'ordre, l'HSE, l'entreprise extérieure. Et puis, ces trois services. Ça, c'est le premier problème. Et le dernier problème, c'est la déconsignation. C'est notre gros problème, c'est la déconsignation qu'on a. Parce qu'on parle d'une installation neuve, c'est que qui est propriétaire de l'installation? On a une nouvelle armoire électrique qui alimente une pompe. Et cette pompe, on a une tuyauterie hydraulique. Qui est responsable pour déconsigner, pour faire les essais de la nouvelle armoire? C'est le gros problème. C'est ça, ouais. C'est ça, on a eu énormément dans le groupe de travail,
on va dire, de personnes qui sont recherchées. Ça a été assez houleux d'ailleurs certaines fois, parce il a fallu qu'on pose vraiment le processus de chargé de consignation. Vous avez entendu, on a parlé de responsabilité, qui fait quoi. Et dans la responsabilité, on a bien posé le séquençage le phasage des opérations, avec notamment l'avis de fin des travaux. À un moment donné, il faut que le prestataire dise « je pense que j'ai réalisé les travaux, qu'est-ce que je fais ?» À partir de là, est-ce que j'embraye sur des essais ou est-ce qu'on déconsigne brutalement? Donc on a bien dissocié ces deux phases-là qui a mené du flou auprès du QHSE, auprès du donneur d'ordre, auprès des prestataires. On a bien différencié ces deux phases. Elles apparaissent dans les attestations de mise en sécurité. Est-ce qu'il faut, quand on va pour consigner, on réfléchit à la façon dont on va déconsigner? C'est très important. Ce n'est pas systématiquement fait dans l'ordre inverse de la façon dont vous avez consigné. Donc, il faut bien réfléchir à ça. C'est quel type de travaux? Avis de fin des travaux? Est-ce que j'ai des essais? Est-ce que je déconsigne ou pas? Voilà. Et juste pour appuyer rapidement, c'est tellement complexe, pour simplifier un peu plus, on a fait du français chez nous. Donc, on parle de consignation ou de condamnation. On a distingué deux choses. C'est-à-dire que s'il y a un technicien qui intervient physiquement sur une machine qui risque de tourner, on consigne. On évite que la machine risque de démarrer. Si on doit faire des opérations d'essai, par exemple, on condamne. Donc pour essayer on a fait du français, on a fait beaucoup de français pour essayer d'enlever des étapes dans la procédure. Voilà. Donc pour rejoindre l'électricité, par exemple, quand on condamne, on sectionne et on enlève le disjoncteur. Et voilà, on s'est un peu inspiré sur la partie électrique, quoi. Ouais, donc en fait, vous avez un petit peu allégé votre procédure de consignation complète pour justement ces phases un peu transitoires, en fait. Pour les phases d'essai, voilà. Ouais. Je suis pas sûr qu'on est allégé, mais... Ouais, mais il y a l'opérationnel. Merci. Si vous n'avez plus de questions, on va être obligé de libérer la salle, je pense, parce qu'on a notre groupe qui doit rentrer, à moins que vous soyez déjà rendu sur le lieu de la prochaine conférence. Merci à vous en tout cas. Merci.